Yo, c'est Dio. Et aujourd'hui, on va parler du chapitre 1088 de One Piece, dernière leçon. Alors, on va commencer à parler de la double page couleur, que je trouve vraiment très belle. Donc, on voit qu'elle reprend les personnages principaux de la série live. Donc, petite parenthèse sur cette série live qui, je pense, va être très réussie. Surtout quand je vois la qualité du trailer qu'on a eu le droit il y a seulement de cela quelques jours, je me dis que cette série live va vraiment être tout bonnement exceptionnelle, surtout quand on voit ce baggy qui a l'air au top. Donc je reviens plus sur la page couleur. Donc il y a une chose qui est assez drôle à noter, c'est qu'il y a 8 personnages en fond, comme les 8 épisodes de la série. Et ça faisait aussi très longtemps qu'Oda n'avait pas dessiné l'équipage avant le livre des 2 ans. Alors on les avait dessinés de façon miniature, comme on a pu le voir sur les messages concernant la série live, mais vraiment de façon plus réelle, à l'échelle réelle, c'est dans le manga, au chapitre 595, avec cette page couleur. Et on les avait également eu un peu plus tard, en 2015, alors hors manga, c'était pour une pièce de théâtre, Kabuki, qui reprenait l'arc Marineford. Et ça faisait encore plus longtemps qu'on n'avait pas vu dessiner des personnages comme Kuro, Arlong ou même Morgan. Donc ça fait très plaisir de les voir avec son style actuel, ils sont vraiment très réussis. Et ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu Kobe avec son ancienne apparence. Apparence qu'on retrouve avec la première page du chapitre, dans l'ancien QG de la marine, avec ce dilemme de Garp. Qui sauver entre le bébé et le vieillard? Ce dilemme et le désaccord quant à sa réponse est ainsi au cœur du chapitre. Ainsi, le titre du chapitre, Dernière leçon, peut être interprété de plusieurs façons. Premièrement, la leçon à Kobe, Hermep et Groose d'avoir confiance en eux, peu importe la situation. Il y a également la leçon de la fin de l'entraînement de Kobe, qui peut désormais faire des dégâts semblables à Garp. Et aussi, troisième possibilité, qu'au final, le dilemme de Garp n'a qu'une réponse possible. Il faut abandonner le vieillard au profit de la jeunesse. Cette leçon montrant qu'on ne peut pas toujours avancer sans faire de sacrifices, comme on avait pu le voir avec Pedro. Et selon Garp, sacrifier le vieillard aurait un moindre coût sur l'avenir. Il a donc une pensée purement utilitariste, considérant qu'un vieillard a déjà fait tout de sa vie, et qu'il faut privilégier le jeune qui peut encore tout devenir. Alors évidemment, Garp n'est pas mort ici, il jouera encore un rôle, mais avec conscience de donner sa dernière leçon. Et il en est très fier, comme le montre son sourire et son rire, qui ne s'est pas arrêté sur les dernières pages. Ainsi, la boucle est bouclée entre sa première leçon, qui était théorique, et sa dernière, qui en est malheureusement la triste application. Mais Kobe, malgré qu'il soit son élève, n'a pas la même vision des choses, comme on le voit à la fin de l'assaut sur Amazon Lily, où il n'hésite pas à s'échanger comme otage contre 800 otages. On voit parfaitement la différence de pensée entre le maître et l'élève. Le vice-amiral Garp est utilitariste et n'hésitera pas à sacrifier le moins utile, tandis que Kobe se sacrifie pour sauver tout le monde. Sur cette scène, on peut voir la couardise du vice-amiral Yamakiji. Alors bon, lui je pense qu'on peut le ranger du même côté que Onigumo, qui n'hésitait pas à sacrifier ses hommes pour respecter les règles. Onigumo, lui, bon, pour lancer le Buster Call, il avait sacrifié plein d'hommes, il avait même tiré sur un de ses soldats. Et Yamakiji, ici, laisse ses hommes se faire capturer et embarquer. Il vend littéralement 800 de ses hommes pour respecter la règle de ne pas attaquer un empereur sans autorisation. En fait, Yamakiji est un véritable couard qui ne doit son salut qu'à la volonté de Barbe Noire. On a ainsi 3 visions différentes du sacrifice au sein du même groupe, et qui montrent le pluralisme d'idées et d'idéologies au sein de la marine. On a Kobe qui se sacrifie pour sauver tout le monde, Garp qui sacrifie ce qu'il juge le moins utile à l'avenir pour sauver ce qu'il juge plein d'avenir, et Yamakiji qui sacrifie autrui sur qui il a autorité pour respecter les ordres et sauver sa propre personne. J'aimerais désormais parler du paradoxe de Garp. Alors on le voit au précédent chapitre, Garp est attaché à sa liberté. Pourtant Garp impose des chemins à ses petits-enfants comme on l'a vu tout au long de la série. Il voulait que Luffy, Ace, Sabo deviennent de brillants soldats de la marine. Pourtant imposer cela à ses petits-fils, c'est l'inverse même de la liberté. Idem quand on voit que désormais, il renie totalement Kuzan, alors que Kuzan a juste utilisé sa liberté pour rejoindre la piraterie. Dans son dilemme, Garp sacrifie le vieillard, c'est-à-dire ici lui-même. Pourtant, il juge que le vieillard, de par son expérience, sait ce qui est bon pour les autres et veut leur imposer. Sauf qu'imposer à autrui
des chemins qu'ils ne veulent pas, et les renier quand ils ne font pas le choix de carrière que l'on veut, c'est l'inverse même de la liberté. Finalement, Garp veut le mieux pour ses protégés, ce mieux étant selon lui de marcher dans ses pas. C'est donc une version totalement biaisée et totalement presque égoïste de la liberté. On va désormais parler de l'affrontement contre la ruche, symbole de la piraterie. Avalo Pizarro est la grande menace de ce chapitre. Pourtant, Pizarro, de son vrai corps, n'apparaît que 3 petites cases dans ce chapitre. Et de plus, il n'a absolument aucun rapport scénaristique avec Garp ou Kobe. La confrontation contre Pizarro n'a donc pas trop d'intérêt scénaristique ou thématique. Mais c'était sans compter sur le génie d'Oda. Pizarro possède le fruit de l'île. Ici, Pizarro est littéralement l'île de l'Arche. Cela veut dire que la menace est littéralement l'île elle-même et ce qu'elle incarne, autrement dit la piraterie. Renforcée par le fait que l'île est une tête de mort, le symbole du pirate par excellence. On a donc ici la guerre existentielle entre la marine et la piraterie. Détruisant des bouts de l'île, Garp et Kobe attaquent directement le concept et l'idée de la piraterie. Comme on le voit sur l'avant-dernière case, le symbole des pirates a été marqué littéralement avec une fissure dans le crâne et un membre détruit. C'est une humiliation sans pareil pour le monde de la piraterie. Et puisqu'on parle de pirates, je vais m'attarder sur tous ces pirates qui pullulent sur l'île. Et autant le design des marines quelconques qu'on a pu voir ici est très basique, celui des pirates est très riche et très varié. Sur chaque case présentant un plan étendu, il y en aura toujours au moins un de présent, amplifiant cette impression que les marines sont submergées et écrasées par le nombre. Et d'ailleurs, je remarque, petit détail, que les marines qui accompagnent toujours Groose ne sont ni sur le bateau, ni sur l'île de la Ruche, donc on peut supposer que ces deux personnages sont des créations purement issues du pouvoir de Groose. Deux vrais bonhommes d'argile. Et puisqu'on parle de petits personnages, on peut noter les 3 personnages qui courent vers Avalo Pizarro qu'on avait déjà vu au chapitre 925. Alors je vais parler un peu plus maintenant de mise en scène. Alors avec Kobe, on a la gentillesse incarnée contre la barbarie des pirates sanguinaires. Nous avons David contre Goliath. Et sur cette page, Kobe est minuscule. Alors certes, il est minuscule par rapport au bras de Pizarro, mais c'est surtout qu'il est minuscule dans le cadre, dans la mise en scène. Il est dans le coin gauche, tout en bas de la page. Dans le cadre, il est aussi une simple fourmi pour le lecteur. Sur la double page où Kobe explose le bras de Pizarro, on a l'accumulation des 9 petites cases qui fait monter la tension. Comme si tout le monde était écrasé par la peur et le danger imminent. En fait, on a l'impression que les personnages suffoquent. Et justement, ils arrêtent de suffoquer quand on a une grande case. C'est la libération avec l'attaque de Kobe. On sent aussi cette libération avec la taille des cases des personnages. Avant l'attaque de Kobe, ils avaient le droit à des cases très réduites, et après l'attaque victorieuse de Kobe, ils ont droit à des cases beaucoup plus larges, ce qui peut mieux amener l'ambiance victorieuse. J'aimerais aussi noter que dans ce chapitre, on a presque 2 temps qui s'écoulent différemment. D'un côté, on a les actions de Kobe et de Garp qui sont très très rapides, et de l'autre, on a le bras de Pizarro qui va être très lent, ou même la retombée après l'explosion de son bras, qui aussi semble être très très lent, presque figé dans le temps. Et justement, dans cette idée de double vitesse, j'aime beaucoup cette scène où Garp donne ses derniers ordres, puisqu'il appelle les siens par leur statut hiérarchique afin de leur témoigner son respect et de leur rappeler qu'ils ne sont pas personne. Il faut leur donner confiance et il le fait très bien. La bulle où Garp donne l'ordre de s'activer étant sur la case de Kobe et le début de la course donne un effet immédiat et une exécution de son dernier ordre vraiment dans l'immédiat et dans l'urgence de la situation. Et vraiment une rapidité, comme je le disais, on a vraiment une rapidité, une certaine lacérité au niveau des marines, comme je le disais juste avant. On voit également à quel point l'autorité de Garp est respectée et à quel point ses soldats lui sont loyaux. Première étape du plan était donc l'attaque de Garp dans ma case préférée du chapitre. La perspective y est juste dingue. Alors je ne sais pas si le chapitre a été fait avant ou après l'opération d'Oda, je pense quand même avant l'opération, mais toujours est-il que cette perspective est complètement dingue, la case est magnifique, c'est ma case préférée du chapitre, voire de l'arc peut-être. La case regorge de détails par centaines, c'est vraiment un bijou à regarder. Je passe rapidement sur le petit flashback de Kobe et de Hermep plus jeunes. Alors ça fait tout de suite écho à la mini-aventure, ça fait également écho, ça va de pair avec le chapitre précédent, la force de Kobe n'était pas innée. Kobe est un homme simple, même de très faible constitution, mais qui par l'effort et par la volonté a réussi à se hisser très haut
Le chapitre se conclut sur la capture de Garp, avec une case qui marque immédiatement. Avec sa posture très statique, Khuzad est presque déshumanisé. Son pouvoir, et comme sa posture, il représente le froid absolu. Et quoi de mieux pour transiter que de passer de la victoire de la marine à l'arrivée de celle-ci à Aged. C'est donc a priori la fin de ce tour du monde qu'on avait entamé au chapitre 1079. Petit tour du monde qui nous aura permis de voir beaucoup de choses et également la fin de cette petite review. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.